Vous avez donc écrit ce livre, Le clan des seigneurs, dans lequel on parle justement de cette caste qui a fini par prendre le contrôle de l'État. Mais d'abord, est-ce que vous pourriez nous dire qui est cette caste? Qui sont ces hauts fonctionnaires qui ont pris finalement le contrôle de nos vies? Alors, je parle dans mon livre des hauts fonctionnaires qui font partie des trois grands corps principaux qui occupent la très grande majorité des postes, des plus hauts postes de l'administration. Donc, je parle des hauts fonctionnaires qui sont de l'ENA, euh, des hauts fonctionnaires qui sont issus du corps des mines et ceux qui sont issus du corps des ponts. C'est-à-dire les premiers de l'ENA, ce sont des administrateurs, les les deuxièmes et troisièmes, donc ceux qui sortent du corps des mines et du corps des ponts, ce sont on va dire, des super ingénieurs. Donc, à la fois donc, des administrateurs d'élite pour les premiers et pour les suivants, des ingénieurs d'élite. Et ces gens-là sont peu nombreux, hein, ils sont quelques milliers en France. Et comme je disais, ils occupent toutes les hautes places de l'administration, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on peut considérer que ce groupe d'hommes à eux seuls, détiennent le pouvoir administratif en France. Ce qui veut dire que aujourd'hui, bon, aujourd'hui ils sont, comment dire, en trois groupes séparés, hein, le corps de l'ENA, le corps des ponts, le corps des mines, et que j'ai observé, parce que je les ai observés pendant une douzaine d'années dans ma vie professionnelle, je les ai côtoyés couramment, quasiment quotidiennement. Je ne suis pas fonctionnaire moi-même, et j'ai pu, pendant plusieurs années, noter ce que je voyais, noter ce que je vivais, noter ce que j'entendais. Et ce que j'ai assez rapidement observé, c'est ce fonctionnement de caste, au sens où ces gens se considèrent dans un groupe fermé, isolé du reste des citoyens, et un groupe dans lequel ils bénéficient de certains privilèges exorbitants, et à partir duquel ils ont un regard sur le monde qui est un regard, on va dire, d'exclusive. C'est-à-dire que c'est un regard très supérieur et ils considèrent que comment dire, ils ont une position et un être supérieur par rapport à tous ceux qui ne font pas partie de leur groupe. Donc c'est ça que j'ai appelé une caste, et c'est la définition de la caste. Donc ces trois groupes d'hommes fonctionnent ensemble comme une caste. Mais on parle de combien de personnes à peu près? C'est Cette quelques caste, milliers, c'est quelques quelques milliers milliers, oui. qui sont en fait placés à des endroits stratégiques de l'État, ce qui leur permet de contrôler les choses en fait. Alors, quand on dit ils sont placés, on pourrait presque dire ils se placent. Pourquoi? Parce que le fonctionnement en corps d'État est à ceci de très particulier pour ces trois hauts corps, c'est que à l'intérieur, il y a, on va dire, une certaine hiérarchie à l'intérieur. Chaque niveau comment dire, fait allégeance au niveau supérieur. Et puis tout en haut, vous avez un personnage qui est le patron du corps, qui est un homme ou une femme qui a un réseau très très puissant et qui a en charge de placer ces gens-là, vous voyez, à des postes toujours. Le but, c'est de les placer à des postes toujours plus puissants, de sorte à ce que l'ensemble du groupe devienne collectivement plus puissant. C'est-à-dire qu'il y a un jeu Ça fait un peu, d'articulation. pardon, ça fait un peu mafia quand vous nous racontez. On a presque l'impression de voir Don Corleone, le parrain en haut, qui va placer ses petits pions pour avoir plus de pouvoir. C'est à la Ben, fois terrifiant, mais c'est ça, c'est la bonne image ça, ou... ça peut ressembler à ça. Bon, sauf qu'il n'y a pas ce n'est pas une entreprise criminelle. Mais il y a ce mode de fonctionnement-là, effectivement, qui est occulte, hein, parce que c'est personne, ou quasiment personne, dans la population connaît le fonctionnement des corps et connaît le fonctionnement de cette haute administration qui est tout à fait particulier. Et l'objectif de chacun de ces corps, c'est d'être encore plus puissant dans l'administration.
Et ce que j'ai observé aussi, c'est que pour ne pas non plus s'épuiser en guerre concurrentielle, on va dire, ces corps ont, entre guillemets, signé une sorte de Yalta entre eux, c'est-à-dire qu'ils se sont partagés, littéralement, le gâteau de la haute administration. J'ai pu travailler, moi, assez longuement dans le portuaire, dans le ferroviaire. J'ai vu beaucoup de personnes du corps des ponts. Si vous allez travailler dans le milieu de l'énergie, de l'industrie, vous allez trouver aux plus hautes places des personnes qui sont issues du corps des mines. Si vous allez travailler dans la santé, dans l'éducation, dans d'autres grands pans, dans les finances, dans l'économie, vous allez trouver quasiment exclusivement des membres qui sortent de l'ENA. Voilà, donc il y a une partition qui s'est faite. Alors, elle n'est pas signée sur un papier, mais c'est un équilibre qui s'est construit. Et vous ne pouvez pas, accéder, si vous n'êtes d'aucun de ces corps, vous ne pouvez pas accéder à ces hautes places de l'administration. Ils ont placé un plafond de verre qui est infranchissable, on va dire, sauf si vous avez un réseau tout à fait particulier, des accointances avec des hommes forts ou des personnalités fortes. Donc vous ne pouvez pas franchir ce plafond de verre. Alors ça, c'est vrai pour toute la haute administration française, mais c'est vrai aussi pour toutes les entreprises, par exemple, du CAC 40. Elles aussi les plus hautes places sont occupées par ce type en fait de personnes issues de ces corps d'État, de ces très grands corps d'État, hein. Donc C'est ça, c'est ce c'est... qu'on c'est ce qu'on appelle le pantouflage, c'est-à-dire des gens qui Alors, passent du grand corps d'État à l'entreprise du CAC 40, puis de l'entreprise du CAC 40 au grand corps d'État, ou c'est encore autre chose? alors, ils restent toujours dans le grand corps d'État, mais à un moment donné, ils vont être de la haute administration, occuper un poste très élevé dans la haute administration, et puis à un moment donné, ils vont choisir de partir dans le privé. C'est ça qu'on appelle le pantouflage. Et Hmm. le rétro-pantouflage, c'est quand du privé, ils reviennent ensuite dans la haute administration. Ce qui pose en fait ces allers-retours, pose des vraies questions de déontologie, pose des vraies questions de conflit d'intérêts, évidemment. Quand vous êtes, on en a vu, hein, ministre des Transports par exemple, qui lui est parti ensuite dans le privé, il me semble, dans le conseil d'administration d'une société qu'il avait aidée alors qu'il était auparavant ministre des Transports. Vous voyez, donc Oui. ça, c'est ce genre de choses que l'on peut voir, effectivement, pantouflage, rétro-pantouflage, pose des vraies questions de déontologie et des vraies questions de conflit d'intérêts. Reste que ce fonctionnement de caste, quand vous êtes à ce niveau de pouvoir, à ce niveau de réseau très puissant, parce qu'ils ont tous un réseau très puissant, ils se connaissent tous entre eux, ils sont sortis des mêmes écoles, ils sont peu nombreux. Donc finalement, dans leur réseau se trouvent que des gens qui ont le pouvoir, qui font partie du pouvoir. Ce qui fait que ces gens-là, très vite, ont un fonctionnement, comment dire, autocentré, un fonctionnement qui reste euh, nombriliste et qui devient assez rapidement égoïste puisqu'ils restent totalement, comment dire, intéressés par ce qu'il se passe à l'intérieur du grand corps d'État, leur intérêt étant de toujours aller être plus haut et plus, comment dire, plus puissant. Cette caste, finalement, elle est tout à fait comparable, hein, dans son fonctionnement à la définition que je donnais au tout début. Elle est refermée sur elle-même, elle est infranchissable, et ces gens-là ont un état d'esprit au fil des ans qui devient un état d'esprit arrogant, hautain, qui ne qui se déconnecte de la réalité, hein, de la population. Et là, c'est un danger immense puisque ces personnes-là sont au pouvoir, donc décident pour la population. Et au fil du temps, elles se déconnectent totalement de la population et de ce que la population peut vivre.
ils vivent dans un entre-soi, en fait, qui est parfois absolument sidérant. Et tout cela, finalement, concourt à ce que euh, ces hommes et ces femmes vivent avec un privilège qui est finalement incroyable dans le monde dans lequel nous vivons, qui est le privilège de l'impunité. Et ça, c'est ce que j'ai observé. Vous avez des individus qui sont au plus haut sommet, en fait, hein, et qui, naturellement, parce qu'ils connaissent les meilleurs réseaux, parce qu'ils connaissent les meilleurs leviers au niveau du pouvoir, vont pouvoir s'entraider les uns les autres dans une devise qui pourrait être un pour tous, tous pour un, et tout cela concourt à produire une impunité. Alors, j'ai vu, moi, hein, parce que c'est ce que mon livre vise alors c'est un livre traité sous le mode fictionnel, mais tout ce que je raconte dedans, tous les exemples, sont des exemples vus, entendus, observés, constatés avec des preuves. Et donc, il n'y a pas de... On va dire, c'est pas romancé. C'est tout à fait exact. Et j'ai vu, moi, des dirigeants, hauts fonctionnaires, euh, comment dire, parce qu'ils sont convaincus, vivant dans cet entre-soi, d'être les plus intelligents, d'être les plus fins, les plus clairvoyants, etc., vivent dans un autisme intellectuel euh, total et de fait conduire l'organisation dont ils ont la charge, en 5 ans par exemple, la conduire à un vrai désastre. Vous voyez, et bien même après ça, ces gens-là ne sont pas remerciés, ils finissent leur mandat tout à fait normalement et sont ensuite placés sur un autre poste d'envergure sans avoir rien à, comment dire, à payer, on va dire, comme on pourrait le faire dans le monde du privé, dans le monde, on va dire, un peu normal, sans privilège. Dans le monde du privé, un dirigeant qui aurait commis le 10e de ce que cette personne avait commis aurait été licenciée avec fracas. Non, celle-ci, après tant de mauvaises décisions, tant de dégradation de l'organisation dont il avait la charge, ne continuait à vivre sa vie de haut fonctionnaire avec une certaine tranquillité, sachant que il y avait dans les... Alors ça concerne en fait les ports, et les ports de France, les grands ports de France, et cette personne-là était dans une région, on gérait donc cette organisation dans une région dans laquelle exerçait un ancien Premier ministre de grande envergure. Et l'ancien Premier ministre a essayé pendant plusieurs années de, de bouger, de faire bouger cette personne, de le faire partir. Il n'y est jamais arrivé. Seul le corps, en fait, le corps auquel était rattaché donc ce haut fonctionnaire, à un moment donné, a décidé en fin de mandat de déplacer cette personne et de le replacer sur un autre poste d'envergure. Vous voyez, c'est pour illustrer la puissance absolue Ouais. et le fait que même un politique de grande envergure ne peut pas agir. Et on voit, alors, c'est pas votre exemple, mais moi, il y avait quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est Agnès Buzyn. Il y avait d'autres politiques avant qui m'avaient frappé, mais Agnès Buzyn m'a énormément frappé. Donc, c'était la ministre de la Santé au moment de l'arrivée du Covid-19, ministre qui allait nous raconter qu'il n'était pas utile de mettre le masque, qu'il n'était pas utile de filtrer les Chinois à l'entrée de la France, et qui, dès que le Covid est arrivé en France, a démissionné et est parti. Et au lieu d'avoir une punition, elle a été nommée à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Elle avait tout raté en France, la France l'a envoyée à l'Organisation mondiale de la santé. Et puis là, récemment, elle est revenue en France avec un poste supérieur, puisque elle est maintenant au Conseil d'État, il me semble. Je Ah, ne sais plus si c'est la Cour des comptes ou le Conseil d'État, mais elle est dans un poste, même chose, très prestigieux, comme son mari d'ailleurs. Euh, euh,
qui avait déjà eu ce poste quand elle était ministre. Bon, voilà, hein, c'est un peu spécial d'avoir son mari qui est nommé à un poste prestigieux quand soi-même on est ministre, mais bon, peu importe. Et elle n'a eu aucune sanction du fait de n'avoir pas réagi au Covid-19 et du fait d'avoir démissionné en pleine crise, quoi. Il n'y a eu aucune Ben, sanction. c'est ce que j'appelle le monde merveilleux du corps, vous voyez. Ah oui. C'est ce que je décris dans mon livre pour montrer à quel point le monde réel que nous vivons tous n'a rien à voir avec ce monde, on va dire, que j'appelle merveilleux, avec des règles tout à fait particulières. C'est un monde où euh, pile vous gagnez et face vous gagnez. Alors Ouais, c'est ça un monde merveilleux, vous voyez. Et ils ne peuvent que gagner, en fait. Alors, des fois, quand vraiment les choses se passent mal pour eux, ils peuvent avoir un léger ralentissement de carrière, mais à la fin, ils arrivent au bout. Ils arrivent aux plus hautes distinctions. C'est une anormalité absolue. Mais comment c'est possible d'imaginer que des hommes et des femmes qui sont garantis du meilleur, garantis de l'impunité, garantis de ne jamais perdre, puissent fournir le meilleur pour le pays. C'est, c'est tout simplement impossible. Quand vous êtes dans ce mode de fonctionnement psychologique, quand vous êtes installé dans une bulle aussi ouatée que ça, vous ne pouvez pas avoir envie. Rien ne vous, comment dire, ne vous pousse à vous dépasser. Rien ne vous pousse à être audacieux, à être courageux. À quoi ça servirait d'être courageux? À quoi ça servirait d'être je dirais même que audacieux? ça serait un handicap, à mon avis, d'être Et courageux en dans ce plus, cadre-là, c'est un c'est un handicap. handicap. C'est un Ah bah oui. handicap. Donc, on voit bien que que ça amollit en fait l'ensemble, et que l'ensemble n'a plus Dieu que pour son intérêt, qui est la caste, le corps. Et cet intérêt-là, ben, il diverge avec l'intérêt du pays. Donc, c'est cet état Ouais. d'esprit-là qui est absolument délétère. On est passé d'une idée les grands serviteurs de l'État à une idée les grands serviteurs d'eux-mêmes, en fait, ou de la caste.